Eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec Alain Brochery, qui nous fait l'amitié de partager cet entretien avec vos amis de Bac 70. D'abord, le petit rituel: date, lieu de naissance, enfance, adolescence, le parcours, quoi, en somme. Oui, mais merci Jean-Claude, Pierre, de m'inviter. C'est un honneur, c'est sympathique. Alors, je suis né le 16 septembre 1956, à Cannes. Mon père fait une carrière juridique et de haut fonctionnaire. Il commence par avocat, inspecteur des impôts, directeur des impôts, directeur national des enquêtes fiscales, pour terminer avec le bâton de maréchal de haut fonctionnaire et de conservateur des hypothèques. Ça a son importance, je ne sais pas pour étaler, ça a son importance, vous verrez pourquoi. Alors que du côté de ma mère, on est plus dans l'artistique. Mon grand-père, le père de ma mère, est peintre en lettres. À l'époque, peintre en lettres, ça voulait dire, c'était un métier qui était plus dans la direction artistique. Ma grand-mère était la couturière de l'abbé Gomme, la Gacan. Et après, elle a été sellière, toujours dans la couture, puisqu'elle faisait toute la sellerie des gros yachts, ou des petits d'ailleurs, à Cannes. Donc on est plus de ce côté-là, partie artistique. Et mon grand-père était aussi chanteur d'opérette à ses heures perdues, il faisait des petites tournées. Donc on est plus de ce côté-là artistique, et de l'autre côté de la famille, on est haut fonctionnaire, toubib, notaire, avocat. Donc vous voyez déjà un petit peu le dessin, voilà. J'ai une enfance à Cannes qui est plutôt sympathique. On monte vite à Alfortville, et puis très vite à Maison-Alfort. Hein. J'ai pas fait partie de la bande de Maison-Alfort, puisque j'avais 2-3 ans, voilà, j'avais 2-3 ans d'écart avec toute la bande de Maison-Alfort, 2-3 ans d'avance sur eux. Donc je les admirais, mais on va y revenir. Et donc à Cannes, chaque année il y avait le festival de Cannes, et un jour je suis devant le palais des festivals, qui était l'ancien, à côté du Carlton, pas du tout celui actuel. Et je vois Gilles Delamarre. Là, je dois avoir 7-8 ans. Ceux qui ont connu Gilles Delamarre, on était au maximum du chic, au maximum de la classe. C'était le premier cascadeur, on va dire, professionnel. Alors qu'il vient d'une famille normande haut de gamme, hein, de notables. Gilles Delamarre, d'ailleurs son nom il est à rallonge, son vrai nom il est à rallonge. Il avait fait des études de droit, et un jour il a tout plaqué, il a dit non, ça ne m'intéresse pas, il est parti dans la cascade. Et c'était, pour vous dire, c'était l'égérie d'une marque de chemise et d'une marque de costumes. Quand même, il avait une gueule et un look. Vous allez sur INA et vous faites Gilles Delamarre, vous allez voir un film sur lui, c'est fantastique. La façon dont il s'exprime et tout. Et là, je tombe sous le charme, je me dis, oh la vache, ce mec-là, cascadeur. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Je me renseigne. Quand je reviens à Maison-Alfort, là j'ai 8-9 ans, hein, donc je suis pas très vieux. Gilles est mort en 1966 sur une cascade ridicule d'ailleurs, sur une Floride, sur un simple tête à queue au Bourget, sur une route qui allait devenir l'autoroute, je crois, ou un tronçon d'autoroute. Toujours pareil, une Floride décapotable. Et toujours pareil, sur les petites cascades, on fait moins gaffe. Il doit faire un simple tête à queue. Malgré tout, pour assurer le coup, il fait venir des graviers pour que ça glisse bien, hein, tout simplement. On gonfle pas les pneus, rien, on dit avec les graviers, tout va bien, ça va le faire, machin. Et les graviers, et ça moi je m'en suis aperçu après au cinéma, les graviers n'étaient pas de la même couleur que la route, et le réalisateur n'a pas été d'accord. Et le chef-op non plus, puisqu'on voyait vraiment. Donc, bon, c'est pas grave, on met pas de gravier. On est pressé, cinéma, la pression qu'il y a au cinéma du temps pousse à l'accident tout le temps. Tous les pépins qu'il y a eu ont souvent eu lieu pour cette raison. Et donc là, il part, tête à queue, évidemment, au dernier moment, il gonfle pas les pneus qui n'étaient pas bien gonflés, et la voiture se retourne, cabriolet, décapotable, et donc pas de problème, il meurt sur le champ. J'ai des copains qui étaient ce jour-là sur le tournage. Et à côté, il y a Odile Astier, une super cascadeuse, magnifique pour en rajouter, qui elle était un petit peu dévisagée, mais sans plus, quoi, hein, ça l'a fait, mais elle s'en sort, et elle s'est tuée dans les années 95, vous voyez, c'est vraiment
pas de peau, enfin pas de peau. Se tuer pour un cascadeur, c'est pas non plus. On va pas tous les jours au boulot en se disant je risque ma vie, hein, mais là. Alors je vous raconte aussi cette anecdote parce enfin cette anecdote, triste anecdote, comment elle s'est tuée. Et elle s'est tuée aux États-Unis sur un tournage où elle dévalait d'un toit et elle tombait dans des cartons. Il y a les airbags, des grands matelas gonflables, ou les cartons. Des fois, on ne peut pas mettre l'airbag, parce que c'est exigu et tout. Et à cette époque-là, l'airbag n'était pas encore répandu. Il y en avait, mais il n'était pas répandu. Bon, c'était plus pratique de mettre les cartons, peu importe. Et lorsque vous sautez d'un toit, ou peu importe, d'un endroit, vous donnez toujours une impulsion. Il est physiquement impossible de tomber le long de la paroi. C'est impossible. Vous le voudriez que vous n'y arriveriez pas, voyez. Sauf que là, elle déboulait, parce qu'elle avait pris une balle, je crois, dans le ventre, et elle déboulait, et figurez-vous que son costume ou sa chaussure s'est accroché à la gouttière. Gouttière et tuile. Et donc, elle est tombée raide entre... Parce qu'on on collait pas les cartons ou les airbags contre les parois, parce qu'on se disait, c'est impossible, impossible. Et elle est tombée droit le long du mur, et elle s'est tuée. Elle est d'ailleurs enterrée au cimetière de Saint-Maur-des-Fossés, où il y a écrit « Première cascadeuse professionnelle française ». Voilà, la petite Odile Astier, ça nous a fait beaucoup de peine, évidemment. Donc voilà, pour en revenir alors, depuis ce temps-là, évidemment, les airbags et les cartons, on les colle au mur. Contre le mur, on met même des matelas en hauteur, parce qu'on se dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, voilà. Il faut toujours qu'il y ait un pépin grave qui arrive pour qu'on commence à gérer les situations à son maximum. Donc voilà, donc je vois, et là, quand je remonte à Maisons-Alfort, après avoir vu Gilles Delamarre devant le Palais des Festivals à Cannes, je cherche, voilà, et je vais à la bibliothèque de Maisons-Alfort, et il y avait son livre qui s'appelait « Le risque est mon métier ». Gilles Delamarre a écrit un livre qui a été puisé. Moi, j'en ai un. Le risque est mon métier. Je vais vous dire la vérité. Je l'ai piqué. Je l'ai jamais ramené. C'est pas beau. C'est pas beau. Je l'ai jamais ramené parce que non pas que je voulais le piquer pour le piquer, c'est qu'on n'en trouvait pas. On ne trouvait pas. J'ai dit à ma mère à regarder, machin, mais on n'en trouvait pas. Est-ce que ma mère m'a dit la vérité parce que peut-être qu'elle voulait pas forcément que je m'accroche trop à ce métier, je ne sais pas. Peu importe. Et j'ai lu ce livre, et Le risque est mon métier, le titre était, je trouve, bien choisi, parce que je me suis aperçu au fur et à mesure que le moindre coup de poing, c'était un métier. Le moindre tête à queue, c'était un métier. Au cinéma, je parle. Hein, dans la rue, c'est une chose. Au cinéma, on va vous dire, bon, alors tu comprends, là, le tête à queue, je veux que l'aile droite aille frapper l'arbre après avoir tapé un peu la poubelle. Donc je veux dire, et je m'aperçois que oui, c'est un métier, c'est un métier, c'est un métier. Et là, je m'accroche. C'est pas improvisé. Hein, c'est impossible, impossible. Et donc là, je m'accroche à ce boulot, à cette profession, et je cherche, je viens, je vais sur des tournages, je me renseigne. Alors, à l'époque, il n'y a pas Internet, hein, donc pas simple pour trouver les filières, les machins. Bon, je suis encore petit, j'ai 10-12 ans, puis là, revient régulièrement dans mon discours à mes parents, non, je veux être cascadeur, papa et maman, je veux être cascadeur. Alors évidemment, au début, toujours pareil, cascadeur, toréador, pilote de chasse, bon, ça va lui passer. Oui, mais enfin, ça ne me passait pas du tout. Et puis, pour vous dire la vérité, c'était absolument impossible que ça me passe. Vous savez, quand j'ai rencontré, j'ai senti quelque chose, c'est indéfinissable, hein, j'ai senti quelque chose au fond de moi, sans savoir si ça gagnait bien sa vie ou pas, sans savoir, vous voyez, c'est toutes ces notions qui s'écartent, et où vous avez un objectif, c'est de dire non mais je ferai ça. Oui. Et généralement, d'ailleurs quand je discute quand j'ai discuté plus tard, et encore avec des amis cascadeurs, ils ont tous ressenti ça à un moment donné dans leur vie. Ce truc profond, indéfinissable, qui fait que ça va être dur pour empêcher la personne de faire. Ça va être dur. Hein. Les barrières ne sont plus des barrières. C'est les problèmes à régler qu'il faut passer. Comme le 110 mètres haie. Il y a il y a la haie qui revient tout le temps, les emmerdes, mais on y arrive. Et donc il arrive un moment donné où les choses se tendent sérieusement avec mon père, qui lui voyait en moi un avocat. Alors j'avais déjà un peu la tchatche, il paraît que je suis un peu un tchatcheur, je suis du sud, hein, donc j'ai une grande gueule. Et mon père me disait, même 12, 13, 14 ans déjà, il me disait, mais non, mais je te verrais bien avocat. Alors c'est vrai qu'avocat, c'est un métier qui m'aurait plu. Mais enfin, il m'aurait plu sur le papier, comme ça. J'ai des copains avocats, pas si simples. Bon, le pénal m'aurait probablement attiré, mais bon, enfin.
Je dis non, je serai cascadeur. Et là, ça se tend, ça se tend, ça se tend. Alors là, je vais de pension en pension. Ça se passe mal avec mon père. La situation se tend fortement entre lui et moi. Je suis viré des écoles. Il me met dans une pension, je mets le feu. Il me met dans une autre, je fous les lits par la fenêtre. Et enfin, je me sauve, il n'y arrive pas. Et arrive à 16 ans. Et mon père a l'idée du siècle, croit-il. Et il me dit, à l'armée, tu peux t'engager à 16 ans sans être majeur. Donc si 16 ans parents, déjà à l'époque, ouais, d'accord. Voilà, à partir de 16 ans, on pouvait s'engager. Sans être majeur, si les parents donnent l'autorisation. Et moi, je dis, oh là, génial. Je vais rentrer à l'armée. Les engagements à l'armée de l'air, je choisis la plus souple. Je suis pas militaire au fond de moi, on va dire. J'ai pas envie de faire une carrière militaire. Bon, mais sachant que pilote de chasse comme tous les mômes, c'est quelque chose qui m'aurait plu, mais enfin, c'était pas ça. Ça ne marchait pas. Et les engagements dans l'armée de l'air, c'était 5 ans. Bon, je dis merde, 5 ans. Bon, je me dis, c'est pas grave, Alain, tu rentres. Tu fais ton étude une fois que tu es rentré à l'armée. Voir en faisant des grosses conneries, en combien de temps tu peux te faire virer, même si tu as signé un contrat de 5 ans. Et puis tu fais tout pour te faire virer. Donc je m'aperçois en rentrant, je vais à Nîmes, Nîmes-Garon. Je fais mes classes, impeccable, là tout va bien. Je me renseigne et je m'aperçois qu'il faut à peu près, en envoyant la purée, je m'aperçois qu'il faut à peu près 1 an pour se faire virer en faisant bien le con. Alors je calcule, bon, j'aurai 18 ans, donc à partir de l'âge de 17 ans, je rentre dedans. J'y vais à fond. Et là, dès que j'ai eu 17 ans, ils m'ont vu changer du jour au lendemain à l'armée, je suis devenu con. Là, j'ai fait des conneries, mais incroyables. Pour être viré à 18. Là, ils m'ont tout fait, mais je leur ai tout fait. Alors, on était tous ceux qui voulaient être radiés, ils nous appelaient les IRA, instances de radiation. On était dans un dortoir à part, les IRA. Bon, il ne fallait surtout pas être en contact avec les autres, évidemment. Donc ils essayaient de nous planquer un petit peu pour ne pas les contaminer. Mais enfin, nous, on s'arrangeait pour les contaminer. Alors on piquait les jeeps, on allait faire les cons en ville. Alors ça, après, j'étais à Rochefort. Et puis un jour, là, j'ai fait la connerie grave, c'est que sur les bases militaires à Rochefort, je ne sais plus si c'est toujours le cas, il y a, en bout de base, un peu planqué, il y a la maison du commandant ou du colonel, je ne me rappelle pas, qui est sur place souvent. Voilà. Et je suis sorti avec sa fille, qui était plutôt mignonne, et qui préparait l'école des officiers. Et donc, je me rappellerai toujours, la nuit, j'y allais et m'ouvrais la fenêtre de sa piole. Et un jour, en sortant de la fenêtre, je sais pas, 2-3 heures du matin, il y avait la PM, la police militaire, qui m'attendait. Bon, là, évidemment, ça s'est mal passé pour moi. Je suppose que pour la future officier également, je n'ai pas eu d'écho. Mais enfin, là, ils m'ont muté. Il m'a envoyé dans l'Est, à Saint-Dizier. Là, c'était chaud. Là, c'était dur. Alors, j'ai déserté. J'ai été ramené par la police, la gendarmerie de l'air. Vous imaginez. Et après, ils m'ont mis en tôle pendant 2 jours au Bourget. Je me suis retrouvé là avec des vrais durs. Je me rappellerai. J'ai passé 2 nuits au Bourget. Où je me disais, voilà, il va falloir te calmer. Là, j'étais avec des gros bras, des tatoués, des machins, des mecs qui avaient déserté, des paras. Mais enfin, j'étais sympa. Ils avaient compris, que je voulais me faire virer. Enfin, je me retrouve quand même sur le quai de la gare, encadré de 2 gendarmes de l'air avec les menottes, et sur le quai de la gare, je vois mon père et ma mère. Et là, je me suis dit, putain, là, ça m'a... je vois ma mère, les larmes aux yeux, mon père, là, c'était chaud. Bon, enfin, ils me ramènent à Saint-Dizier, alors, et à 18 ans, donc je suis... La majorité, c'était 18 ans. 18 ans, voilà. À 18 ans, voilà. C'est ça. À 18 ans, je suis viré, je m'en rappellerai toujours. J'ai passé la barrière de la base aérienne de Saint-Dizier. Bon, j'avais évidemment pas un euro, pas un franc à l'époque. Je me suis retourné, j'ai dit bye bye tout le monde.